Bienvenue à tout le monde sur la nouvelle chaîne Twitch du magazine Sciences Humaines. Qui est un magazine pour comprendre l'humain et la société, qui a été créé pour proposer du contenu en sciences humaines, cette chaîne, pour vous proposer du contenu en sciences humaines, mais aussi pour discuter avec vous, parce que c'est bien beau de faire un magazine, mais des fois c'est bien aussi de pouvoir discuter avec les lecteurs et les gens qui sont intéressés par ce qu'on produit. Donc voilà, on est content d'être ici avec vous sur Twitch. Peut-être que vous êtes ici pour la première fois sur Twitch et que vous ne connaissez pas bien. Vous avez vu, c'est pas très compliqué. Vous avez donc le live. À droite du live, sur votre écran, vous avez le chat, dans lequel vous avez déjà pu voir défiler plusieurs messages, et dans lequel vous pouvez écrire. Vous pouvez écrire si vous êtes inscrit sur Twitch. Si vous n'êtes pas inscrit sur Twitch, vous pouvez le faire, c'est gratuit, ça vous prend 1 minute. Il vous suffit de cliquer sur le petit bouton en haut à droite de l'écran, où il y a écrit s'inscrire. Vous pouvez le faire sans problème pendant que le live tourne, et écrire ensuite vos messages dans le chat, puisque le chat n'est pas seulement là pour vous, mais il est aussi et surtout là pour nous, pour qu'on puisse voir tout ce que vous écrivez, et répondre à vos questions et remarques éventuelles. On est là pour discuter avec vous, donc n'hésitez pas à interagir pendant tout le long de ce live. Voilà. Alors ce soir, je suis avec, vous avez déjà entendu leur prénom pendant les tests audio, avec Eva, qui est juste là à... Voilà, que je me trompe Au pas en milieu, c'est miroir, ça. voilà. Donc Bonjour. Eva, elle est étudiante en première année de master de journalisme à Lyon, si je me trompe pas, C'est et ça. elle est avec nous à Sciences Humaines de mai à juillet. Et ce soir, donc, elle est là en particulier pour prendre toutes vos remarques, elle les note et elle nous les transmet pendant qu'on discute. Donc voilà, c'est elle qui va se charger de faire l'intermédiaire entre le chat et nous. Et donc nous, c'est donc Jean-François et moi. Donc Jean-François qui est à côté d'Eva, qui est le fondateur du magazine Sciences Humaines, mais qui n'est pas ici en cette qualité ce soir. Il est là en qualité d'humanologue, donc pour nous présenter ce que c'est que l'humanologie, parce que si vous n'en avez jamais entendu parler, c'est pas étonnant que vous ne sachiez pas ce que c'est quelque chose qu'il a inventé. Et donc voilà, on est là pour en parler ce soir. Avant de lui laisser la place, juste pour planter un petit peu le décor, l'humanologie, c'est censé, mais il me corrigera si je me trompe, être une discipline qui étudie l'humain sous toutes ses facettes. Voilà. Et donc c'est quelque chose sur lequel il se penche depuis. Alors le MOOC paraît, le, le magazine Humanologue paraît depuis à peu près la fin de l'année 2020. C'est ça, Jean-François? C'est bien ça. Mais Depuis c'est un projet 2000. qui date sans doute de plus longtemps, puisque, comme vous le savez, un magazine, ça se fait pas du jour au lendemain, et ça demande beaucoup de travail en amont. Et donc la première chose que je voulais demander à Jean-François, qui est là pour en parler, c'est comment est-ce que ce projet est venu, comment est-ce que ce projet est né? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, je vais essayer. Alors, d'abord, une question technique. C'est la première fois que je suis sur Twitch, donc c'est une grande première. Je me vois sur l'écran, mais tel que j'étais il y a 5 ou 10 secondes. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr que ma voix corresponde à mon image ou ce que je dis en direct soit perçu par les gens. Donc, bon. C'est J'avance un peu. synchronisé, c'est juste qu'il y aura un petit délai par rapport à ce que tu dis. Le chat sera pas exactement au même moment que toi, mais à quelques secondes près, il n'y aura pas de problème, on pourra interagir. Donc pas de D'accord, problème. d'accord. Alors, la question d'où vient ce projet de l'humanologue? Alors, je pourrais le faire, le mot l'humanologue, je l'ai trouvé en 2018, au moment où je me suis lancé dans l'idée de quitter la direction de sciences humaines, qui m'est chère, puisque c'est un magazine que, effectivement, tu l'as rappelé, j'ai créé il y a 30 ans, pour me lancer dans cette nouvelle aventure. Mais en fait, cette nouvelle aventure, ce projet de faire un magazine seul, à part de sciences humaines, en fait, ça remonte bien, bien longtemps dans le passé. Euh, je ne dirais pas à la création de sciences humaines, mais même avant. C'est un projet d'enfance, c'est un projet d'adolescent, c'est l'histoire, c'est mon histoire au départ, du petit gars qui voulait tout savoir, comme il y en a beaucoup d'ailleurs, hein.
qui voulait tout savoir sur le monde, sur le Big Bang, sur les poissons, sur les coléoptères, sur les volcans et même sur les humains. Et donc, j'étais longtemps, comme j'étais fâché avec l'école quand j'étais enfant, je me suis construit mon savoir un petit peu de façon autodidacte et j'ai commencé à voilà, essayer de comprendre le monde et cette espèce particulière que sont les êtres humains. Disons que je suis passé du méduse aux humains un petit peu par hasard, parce que c'était un passage obligé. Je l'ai fait un peu en naturaliste, essayer de comprendre qu'est-ce que c'est cette étrange espèce qui, par certains côtés, est bien merveilleuse, parce qu'elle est dotée de tas de capacités, elle a le langage, elle est intelligente, elle est artiste, et ça. Puis en même temps, qui m'énervait un peu quand j'étais enfant, parce qu'il y a plein de choses que je ne comprenais pas chez les humains, parce qu'ils sont quand même très très bizarres. Je ne comprenais pas la passion pour le football, je ne comprenais pas la religion, je ne comprenais pas évidemment les inégalités, la guerre, enfin, bref. Donc je me suis lancé dans un projet personnel qui était simplement, je vais découvrir les humains, et bien alors tournons-nous vers les sciences humaines, elles sont là pour ça, pour répondre aux grandes questions de l'être humain. D'où vient le langage, qu'est-ce qu'il y a dans la tête d'un bébé, comment sont nées les civilisations ou l'État, voilà. Et quand vous tournez vers les sciences humaines, bah, vous trouvez des réponses. J'en ai trouvé plein, j'en ai même trouvé trop, beaucoup trop, et euh, parce que trop de réponses en même temps, c'est un peu ennuyeux, parce qu'on a le sentiment que les sciences humaines ne sont pas toujours forcément des sciences comme son nom l'indique, mais souvent il y a des oppositions, si on veut savoir pourquoi il y a des enfants qui réussissent à l'école et d'autres pas. Moi, j'étais plutôt celui qui réussissait pas. Et bon, est-ce que ça vient d'intelligence? Est-ce que ça vient du milieu social? Est-ce que ça vient des motivations? Est-ce que ça vient, comme on le dit aujourd'hui, de l'estime de soi? Ça ne manque pas les réponses. Le problème, c'est quand on a trop de réponses, tout peut être crédible, tout est vrai, et en même temps, euh, voilà, ça manque. Pour moi, ça manquait de rigueur. Et quand tu dis que tu as commencé à te pencher sur les sciences humaines, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as commencé à lire des livres de sciences humaines? Est-ce que tu Alors, as commencé un cursus à l'université? Tu as fait quoi? alors, moi, j'ai commencé un cursus à l'université dans les mathématiques, donc c'était pas du tout En effet. mon truc. Ça faisait longtemps déjà que je m'intéressais, je lisais, bah, j'avais lu de la philosophie. À l'époque, il faut savoir, c'est l'âge d'or des sciences humaines. Il y avait des grands noms des sciences humaines, des gens comme Lévi-Strauss, comme Pierre Bourdieu, Dumézil, Freud, Marx, bien sûr. Donc c'était les grands. C'était une époque où il y avait des maîtres à penser qui vous donnaient chacun une interprétation de l'être humain et qui vous donnaient l'espoir en lisant des ouvrages difficiles, parfois obscurs, hein, et bien de percer les secrets de l'humain. Par exemple, Jacques Lacan, c'était le psychanalyste qui était le gourou de la psychanalyse en France. C'était une œuvre presque inabordable, mais on vous promettait, enfin, la promesse qu'il y avait derrière, c'était de décrypter les structures de l'inconscient. De la même façon, on pouvait essayer d'espérer comprendre la grammaire générative, une grammaire universelle en lisant Chomsky. Alors, moi, je me suis lancé, comme beaucoup de novices et beaucoup de profanes, essayant de trouver chez des auteurs ardus une sorte de pierre philosophale sur l'être humain. Et tu lisais Et ça pendant que tu étais à la fac de maths. alors, j'ai fait un peu de maths, puis après j'ai arrêté. Ensuite, je me suis inscrit en philo, puis j'ai arrêté de nouveau. J'ai eu des enfants, puis j'ai été garde-barrière, puis j'ai repris des études de sociologie tardivement. Donc, j'ai eu des études très chaotiques. C'est pour ça que je préfère me définir comme autodidacte, une sorte de touche-à-toutologue qui s'intéressait à plein de choses et en même temps sans suivre un cursus très particulier. Souvent, quand on me demande, mais c'est quoi ta formation, je dis que je suis sociologue parce que c'est vrai que je suis allé le plus loin dans les études. J'ai enseigné la sociologie, j'ai commencé une thèse de sociologie que j'ai jamais finie. Donc, c'est pour me donner une certaine légitimité. Mais en fait, j'étais étudiant, je le suis encore, pour essayer de vorace, m'intéressant même à la biologie, à la génétique. Donc, il y a plein de domaines des sciences humaines, à l'histoire, l'anthropologie. Donc, je pense d'ailleurs que c'est pas si original que ça de se poser des questions très générales sur si vous partez d'une question très simple, par exemple, à quoi pensent les êtres humains?
Comment ça fonctionne là-dedans? Est-ce qu'il faut se tourner vers les neurosciences, les sciences du cerveau, ou plutôt vers le langage, parce que nous pensons avec le langage, ou plutôt aller voir du côté de l'histoire des cultures, parce que selon le milieu social ou selon les cultures auxquelles on appartient, eh bien, on a des pensées différentes. Si vous pensez que c'est un petit peu tout ça, eh bien, vous vous déportez d'un domaine à l'autre, et puis vous perdez beaucoup. Et moi, peu à peu, je crois que j'avais un talent là-dedans, c'était d'essayer de faire le point. Je me disais, c'est pas normal qu'il y ait autant de désordre dans ce foutoir de connaissances que sont les sciences humaines, qui sont extrêmement riches, qui apportent beaucoup de savoir, mais en même temps dans un désordre extraordinaire. Et donc, j'essayais de faire pour moi-même une sorte de bilan raisonné des savoirs en disant, mais sur telle question, par exemple l'origine du langage, qui dit quoi, qu'est-ce que l'on sait, qu'est-ce qu'on ignore, et quel est et de quoi on débat. Donc, cette sorte de bilan de savoir m'a amené à constituer des dossiers pour moi tout seul. Et puis, les dossiers se sont empilés, les livres de mes bibliothèques se sont empilés aussi. Et un jour, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de tout ça? J'aimerais bien essayer d'exposer ce que j'ai appris et ce que j'ai compris. Alors, je ne savais pas comment faire parce que j'étais tout seul à Auxerre. Je n'avais pas de formation dans le domaine de la presse. Bon. Donc, j'ai rêvé de faire une sorte de journal qui présenterait aux autres le journal que j'aurais aimé avoir, que j'aurais aimé lire, qui vulgarise les sciences humaines. Sachant que quand vous avez des formations scientifiques, vous voulez savoir ce que l'on sait sur l'ADN, sur le Big Bang, sur les particules élémentaires, vous avez des tas de revues scientifiques. Vous avez Sciences et Avenir, Sciences et Vie, Pour la science, la recherche. Moi, je me nourrissais de toutes ces revues-là. Je me dis, mais pourquoi ça n'existe pas pour les sciences humaines? C'est intéressant, l'être humain, aussi intéressant que le Big Bang, la génétique. Et donc, j'ai décidé de créer ma revue. Voilà. Ok. C'est simple comme ça. J'ai Et créé ça, une c'était en quelle année? Alors ça, c'était dans les années 80. Ça prenait pour moi l'idée d'une revue très personnelle. J'avais un modèle en tête, c'est un modèle qui s'appelle La Hulotte, que peut-être beaucoup Oui, 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 d'enseignants. je connais. Il y avait ça chez mes grands-parents quand j'étais gamin. Voilà. Alors La Hulotte, c'est un professeur des Ardennes qui un jour a décidé d'écrire pour sa classe un petit journal sur la vie des animaux des jardins. Donc il faisait des numéros tout seul, avec des petits dessins et des textes, où on apprenait des choses sur le hérisson, sur les abeilles, sur les mouches, sur les fourmis et les escargots. Ouais, c'était super. La Hulotte a eu un succès fou et il s'est diffusé à des dizaines de milliers d'exemplaires. Moi, je me dis, tiens, je vais faire la Hulotte des humains. Et donc, je me suis lancé comme ça, d'abord seul, puis après, j'ai commencé à rassembler des amis que le projet intéressait. Et puis, on s'y est mis à plusieurs. Et puis, il y avait des premiers ordinateurs qui apparaissaient dans les années 80 où on pouvait faire des choses, apprendre à avoir un logiciel de mise en page. Bon. Et c'est comme ça que l'aventure a démarré, d'abord sous une forme associative. Et puis, pendant 2 ans, de 88 à 90, et bien, petit à petit, il y a eu un effet boule de neige. Ce magazine très très artisanal qui ressemblait à un fanzine, eh bien, a commencé à ressembler à quelque chose de plus, je dirais pas plus professionnel, mais enfin, non, il y a une sorte de dynamique qui a amené à se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas faire finalement une vraie revue professionnelle, créer une entreprise et diffuser en kiosque. Et c'est ce qui est arrivé en 90. Et après, l'histoire, quand je la raconte, j'ai le sentiment que je raconte une histoire qui est un peu fausse ou parce qu'elle ne me paraît pas crédible, et pourtant ça a marché. C'est-à-dire que ce journal-là, qui n'avait aucune chance, puisque j'étais à Auxerre, connu de personne, personne ne me connaissait et je ne connaissais personne. Je ne venais pas du monde de l'université, pas du monde de la recherche et pas du monde de la presse. Eh bien, ça a marché quand même. Pourquoi? Simplement parce que ça répondait à un besoin. Comme tu dis, il y avait d'autres magazines qui proposaient des choses en sciences, en ce qu'on appelle les sciences dures, mais c'est pas forcément le bon mot, mais en tout cas les sciences comme les maths, la physique, etc. Et en sciences humaines, il n'y avait rien, malgré, tu disais, l'essor des disciplines. Oui. Alors il existait quand même des revues une revue des revues d'histoire. Là, il y a toujours une tradition de vulgarisation en histoire. Rien en sociologie.
En psychologie, il y avait un journal qui s'appelle le Journal des psychologues, je crois, qui a disparu depuis, mais c'était uniquement consacré à la psychologie. Et donc, non, pas de revue généraliste en sciences humaines. Ah oui. À ce jour d'ailleurs, cette sciences humaines reste une spécificité mondiale. Hein. On n'en trouvait pas non plus dans d'autres pays. Bon, alors là, on sait Et comment tu as fondé Sciences Humaines, mais on sait pas comment tu es devenu voilà. humanologue, parce que tu te définissais pas comme ça à l'époque. Oui, eh bien tout simplement parce que après 30 ans de bons et loyaux services au service des sciences humaines, où j'ai continué, alors j'ai passé une vie de professionnel extraordinaire, parce que j'ai pu rencontrer les chercheurs qui m'avaient nourri durant ma jeunesse, ou les universitaires. J'ai pu diriger des tas de dossiers sur des sujets aussi divers que l'histoire des civilisations, que la psychologie du bébé, l'histoire de la famille ou les neurosciences, écrit des centaines d'articles, écrit quelques livres. Et donc, peu à peu, j'ai fait un travail de vulgarisateur. Mais mon but premier n'était pas simplement d'être vulgarisateur, même si j'aime ce mot et je pense qu'il faut partager le savoir. Mon but, c'est de comprendre l'être humain. Et il n'est pas certain que les sciences humaines, telles qu'elles sont, telles qu'elles fabriquent le savoir, elles soient aptes à répondre aux questions premières qui sont les questions fondatrices des sciences humaines. Qu'est-ce que c'est qu'un être humain? euh, Quelles sont ses motivations? Qu'est-ce qu'il a dans la tête? Quelles sont les structures? Est-ce qu'il y a des structures de base de la société qui sont universelles? Parce que le savoir, pour se développer, le savoir en sciences humaines a dû se compartimenter, a dû se spécialiser. C'était la condition d'ailleurs de son progrès, mais en même temps s'insulariser. Et donc finalement aboutir à une sorte d'émiettement du savoir. Je vais prendre un exemple très simple. Dans le prochain numéro de l'Humanologue, il y a un dossier consacré à l'histoire des femmes, l'histoire des maîtresses femmes. Vous savez, les maîtresses femmes, c'est des femmes qui existent dans toutes les sociétés. On en connaît encore aujourd'hui et elles existaient déjà au Moyen Âge et dans l'Antiquité, qui sont dominées socialement, mais qui sont des femmes de pouvoir, qui dans leur couple, auprès de leurs enfants, dans le foyer, sont des femmes fortes. Eh bien, pour étudier ce phénomène-là, tout simplement, il faut explorer l'histoire des femmes en Chine, en Inde, en Afrique, savoir ce qui existe aussi en Europe. Eh bien, il n'existe pas d'histoire générale des femmes. Pourquoi? Parce que l'histoire a découpé le savoir en une histoire de l'Occident, au sein de l'Occident, l'histoire de l'Antiquité, du Moyen-Âge, l'époque moderne, l'époque contemporaine, et vous avez des auteurs, d'excellents auteurs dans lesquels vous puisez le savoir, mais on est obligé de se faire sa propre synthèse personnelle, parce que personne ne s'est attaqué au problème. Donc voilà, pour moi, l'humanologie, c'était à un moment donné, après 30 ans d'exploration des sciences humaines sur toutes les coutures, à force de faire des parallèles, de croiser les savoirs, je me suis dit, ben maintenant, je vais essayer de présenter ce que j'ai appris, ce que j'ai compris, et aussi mes questions sur l'être humain, mais 30 ans plus tard. Donc, pour revenir à la question de départ, c'est toujours le petit gars qui voulait tout savoir, sauf que maintenant, il est beaucoup plus vieux, il est enrichi d'un certain nombre de savoirs, et donc, le projet de l'humanologue, c'est pour moi un retour aux sources, et ça m'a permis d'ailleurs de faire une cure de jouvence. D'accord. Ok. Alors du coup, j'ai une autre question. Euh, c'est, tu dis que les sciences humaines ne peuvent pas répondre à ces questions-là que tu te poses, toi, sur l'humanité. Mais quelle est la différence entre ce que toi tu proposes et ce que proposent les sciences humaines? Parce qu'elles répondent aussi à ce genre de questions. Tu parlais des maîtresses femmes, il y a des personnes il y a des chercheurs, des chercheuses qui se sont déjà attaqués à la question et qui essayent de répondre à plusieurs questions autour de ce sujet, par exemple, ou à d'autres sujets. Et juste pour terminer ma question, quand on dit humanologie, moi, ça me fait penser tout de suite à anthropologie, parce qu'anthropologie, c'est la même racine. Anthropos, c'est l'homme, donc c'est la science qui étudie l'homme. Quelle est la différence avec l'anthropologie, par exemple? Oui. Alors effectivement, la racine est exactement la même, hein. Et l'humanologie, c'est le projet fondateur des sciences humaines. Au départ, il n'y a pas de différence. Les sciences humaines, elles sont créées à la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle, autour de projets de philosophes qui aspiraient justement à la construction d'une science de l'homme. Mm. Dans
le prospectus de lancement de l'encyclopédie de Diderot, il y a à l'intérieur, pour la première fois en français, le mot science de l'homme qui apparaît. C'est Diderot et d'Alembert qui l'écrivent pour dire qu'il faudrait qu'advienne une science de l'homme. Au même moment, Emmanuel Kant fait le même projet dans, et écrit un livre qui s'appelle L'anthropologie. Et l'anthropologie, c'est la science de l'homme au sens grec du terme. Donc le but, c'était le même. Comprendre l'être humain, comprendre ce qu'il pense, comprendre ses motivations, comprendre ses mœurs, comme on disait à l'époque, aller les voir sous toutes les coutures, aller voir les peuples qu'on disait sauvages, étudier l'enfant. Tout ça n'existait pas, la préhistoire n'existait pas. Donc les sciences humaines se sont constituées. L'anthropologie, qui avait un projet de science de l'homme général, est devenue une discipline spécialisée pour ce qu'on appelait autrefois les peuples primitifs, ou sauvages même, ou même les naturels. Donc l'étude des rites, mythes des aborigènes, des Inuits, des Amérindiens. Donc d'un projet général de science de l'homme, l'anthropologie est devenue ce qu'on appelait en France l'ethnologie, c'est-à-dire l'étude des peuples primitifs, et puis qu'on appelle aujourd'hui les peuples premiers. La sociologie, elle, étudiait la société moderne. Et puis, voilà, l'histoire étudiait le passé, elle s'est décomposée en partie. Donc, l'humanologie n'est pas différente des sciences humaines, c'est simplement le projet initial, enrichi de tous les savoirs, parce qu'heureusement, il ne s'agit pas de repartir à zéro. Bah là, oui, il y avait du travail. Le savoir accumulé par les sciences humaines, c'est une source considérable, extraordinaire pour construire un savoir nouveau. Je rajoute à cela, par contre, qu'il y a aussi, à mon avis, la connaissance de l'humain ne passe pas uniquement par les sciences humaines, elle passe aussi par la connaissance de la biologie, parce que nous sommes des êtres vivants. Elle passe par la connaissance de l'éthologie, parce que nous sommes des animaux très spéciaux, mais des animaux quand même. Pour ceux qui ne savent pas dans le chat, l'éthologie, c'est, tu peux nous dire juste en un mot? C'est la science des animaux. Voilà, alors nous sommes des mammifères sociaux, et on partage bien des caractères avec pas simplement les chimpanzés, mais avec les rats, avec les vaches, même avec les abeilles, je pourrais en parler si vous. Donc, c'est pour ça d'ailleurs je consacre dans l'humanologue souvent des chapitres consacrés. La vie sociale, par exemple, n'a pas été inventée par les humains, les fourmis l'ont inventée il y a 100 millions d'années, comme les abeilles. Donc, et puis, à la fois, il faut se tourner vers les sciences du vivant, et puis je pense aussi qu'il y a d'autres façons d'accéder à la connaissance de l'humain, que les sciences humaines ont peu développées, mais que la littérature a beaucoup développé. Par exemple, la connaissance des mondes intérieurs, de l'intimité, de ce qu'on appelle les pensées intérieures. Eh bien, voilà, donc la connaissance de l'humain ne se réduit pas au savoir des sciences humaines, elle est beaucoup plus large. J'aurais même tendance à dire qu'on peut connaître l'humain sans passer par des études livresques. J'ai à la maison, pas très loin de la pièce où je vis, là, à l'étage au-dessus actuellement, quelqu'un qui partage ma vie depuis très longtemps, qui a une science de l'individu, ou plutôt un sens de l'individu, qui est beaucoup plus riche que le mien. Et la connaissance aussi des personnes, ça fait partie, pour moi, de l'humanologie. Et pourquoi elle a un science plus aiguë que le tien? Qu'est-ce qu'elle fait pour si bien connaître les humains? Alors, parce que c'est une femme d'exception. Deuxièmement, parce que c'est une femme, et je pense que les femmes sont plus psychologues que les hommes, au sens psychologue, c'est-à-dire connaissent mieux l'intimité, la personnalité des gens. Pas toutes les femmes, et tous les hommes ne sont pas ignorants, mais je pense qu'on on est un cran en dessous dans la connaissance de ce qu'on appelle l'empathie, la connaissance de l'autre, il y a l'empathie cognitive et affective, c'est-à-dire être sensible aux autres. Eh bien, moi, j'ai appris auprès de ma compagne à écouter, à percevoir des choses auxquelles j'étais aveugle. Une personne qui me dit oui, ça va bien le matin, alors qu'elle ne va pas, mais il y a des petits signes imperceptibles que ma compagne, elle perçoit très très vite, parce que là, c'est pas un sixième sens, c'est un sens de l'humain qui ne s'apprend pas dans les livres. Et puis il y a des choses aussi on n'apprend pas dans les livres. Par exemple, moi j'ai été
pendant 30 ans un petit patron de presse, diriger une entreprise. Et bien sur le fonctionnement d'une organisation, d'une PME, de l'économie, eh bien c'est aussi un savoir qui s'acquiert au terme de l'expérience. Donc ni l'amour, ni la guerre, ni l'entreprise ne s'apprennent dans les livres. Donc l'humanologie, c'est pas qu'une question de science qu'il faudrait regrouper, c'est aussi une expérience humaine. Et j'essaye d'en parler aussi parfois, je me mets en scène en essayant d'exprimer ce que j'ai appris au contact des autres ou de ma propre expérience. Alors, du coup, on a une question dans le chat de Blim qui considère toutes tes interrogations et qui demande comment choisissez-vous vos sujets avec toutes ces questions qui te viennent. Ah, Il faut bien en choisir à un moment, parmi tout oui, ce qui vient. oui. Ça doit pas être facile. Alors, à la fois, c'est facile parce que moi, je me pose jamais la question, tiens, de quoi je vais parler. Le problème, c'est de trier parmi la Oui, c'est diversité. ça. C'était le sens de la C'est, question, je pense. voilà. Si on prend par exemple le dernier numéro de l'Humanologue, il y a un dossier consacré à l'effondrement des sociétés. Donc, on y parle de civilisation, des Mayas, des Aztèques, de l'île de Pâques, de Rome. Mais je prends le sommaire. Tiens, Je attends, on va le prendre avec toi. traite Je dois l'avoir aussi quelque part. de comment trouver sa vocation. Ah bah, grande question, puisque ça, c'était une question très personnelle. L'histoire du christianisme en 3 temps. J'y parle des Indiens, des castors, de coiffure. Et si on parlait coiffure, ben, je sans doute. Et même du champion de tennis, Agassi. Et qu'est-ce qu'on devient quand on est un champion après la deuxième vie, après avoir été un champion sportif? Bon, bref. Et sans parler de la chasteté et des contes pour enfants. Donc les sujets humains sont infiniment riches, pour moi, infiniment diversifiés. Tous les matins, je me lève et j'ai une petite énigme, une petite intrigue, un sujet qui m'amène de l'un à l'autre. Donc ça m'a amené à explorer. Voilà, moi je m'intéresse aux aborigènes. Donc dans le premier numéro de l'Humanologue, j'ai consacré un article à ce que j'avais appris sur les aborigènes d'Australie. Mais les aborigènes, de fil en aiguille, ils m'amènent à m'interroger aussi aux religions primitives. Donc les religions primitives, ou les religions premières, comme on dit aujourd'hui, on les appelle chamanisme, ailleurs totémisme, ailleurs animisme. Du coup, le chamanisme, on en trouve en Sibérie. Donc il faut le lendemain aller voir ce qui se passe du côté de la Sibérie ou chez les Inuits. Et puis, voilà, de fil en aiguille, je me suis intéressé à la religion. Et donc la religion, eh bien, c'est un champ immense qui va du judaïsme, l'hindouisme, le bouddhisme, le christianisme, et donc il y a un numéro sur le christianisme. Donc les sujets sont infiniment variés. Comment faire une sélection? Alors faire une sélection, il y a d'abord les sujets du moment. Il y a des thèmes fondateurs quand même. Il faut quand même regrouper pour pas que ce soit trop dispersé et qu'on ait le sentiment d'une sorte d'encyclopédie foutraque. Donc, pour moi, il y a des fils directeurs. Alors, ces fils directeurs, il y a 5 grandes questions qui reviennent toujours. C'est, je l'ai dit tout à l'heure, au-delà de la première grande question, qu'est-ce qu'un être humain? C'est le sujet du numéro 1. Je propose une solution, qui est ma solution, l'animal imaginatif. Au-delà de cette grande question, il y a des questions qui portent sur le fonctionnement de la pensée. Donc les neurosciences, donc la psychologie, l'intelligence, la conscience, l'apprentissage, le langage, voilà, tout l'univers du monde des idées. Ça, c'est le premier thème fondateur. Il y a un deuxième thème fondateur qui est celui des motivations. Qu'est-ce qui nous fait courir? Qu'est-ce qui nous pousse à agir? Donc là, ça touche aux motivations, aux instincts, aux pulsions, aux désirs, aux aspirations. Donc on peut l'aborder de 1000 façons. On peut l'aborder à travers le sujet de la vocation. Qu'est-ce que je ferai quand je serai grand? C'est une enquête que j'ai menée dans le numéro 2. Et on peut la poser à travers un livre que j'ai écrit sur la course à pied, parce que je suis encore à pied. Et donc, dans un prochain numéro, je ne manquerai pas de parler de cette folie collective qui est la course à pied. Depuis une génération, la planète entière s'est mise à courir. Le troisième thème, c'est celui des sociétés.
des questions. Nous vivons ensemble, nous sommes des animaux sociaux. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on vit ensemble? Pourquoi on s'associe et pourquoi on se dispute? Est-ce qu'il y a des formes universelles d'organisation, de la famille, de la politique? Est-ce qu'il y en a meilleurs que d'autres? Voilà, ça c'est un troisième thème, comme l'histoire, les origines, c'est une passion personnelle, les origines de l'homme, et puis sa trajectoire. Voilà, donc je choisis un petit peu au hasard. Voilà, ça peut donner, à mon avis, ça donne forcément un côté un peu bigarré, on va dire, pour le Mhm. mieux, ou manteau d'arlequin. Mais pour moi, toutes les questions qui sont traitées sont reliées par des fils directeurs. Et il y a quand même cette originalité, j'ai l'impression, dans ce que tu dis, avec... il y a d'un côté le sujet académique, donc le sujet des sciences humaines que traitent les chercheurs, que tu croises toi avec ton vécu, ton expérience, qui... Est-ce que dans la balance, est-ce que les deux pèsent la même chose? Ta perception du monde et ton expérience, est-ce que tu les mets au même niveau que les connaissances académiques? Alors, il n'existe pas pour moi de méthode idéale pour explorer l'être humain. Donc, euh, en ce sens-là, c'est une leçon d'Aristote. Je ne crois pas à une méthode qui serait meilleure et une méthode scientifique qui serait plus rigoureuse. Je l'ai cru à un moment donné qu'il y avait des vraies sciences qui nous donnaient des savoirs positifs, rigoureux, et de plus en plus, je me distance de ça. Je prends un exemple très particulier. Je m'intéresse beaucoup aux pensées intérieures. L'être humain, un des propres de l'être humain, c'est qu'il passe du matin au soir, du soir au matin, pas arrêter de se faire des films intérieurs, à se raconter des histoires, ce qu'on appelle la petite voix intérieure ou les pensées intérieures. Ce domaine-là a été très peu exploré par les sciences humaines, pour des raisons qui sont, à mon avis, des mauvaises raisons. C'est-à-dire toutes nos rêveries, nos projets, les petits calculs, on en parle assez peu. Pourquoi? Parce que la psychologie scientifique s'est construite sur le rejet de la subjectivité. La psychanalyse s'est pas intéressée aux pensées diurnes, elle s'est consacrée aux rêves. La conscience, ça l'intéressait assez peu, c'était l'inconscient qui l'intéressait. Les sciences cognitives se sont dit, tiens, on va étudier les états mentaux, justement les pensées humaines, puis d'un seul coup, elles ont été vampirisées, d'une part par l'intelligence artificielle, puis ensuite par les neurosciences. Et donc, du coup, le monde même des pensées intérieures, les pensées les plus ordinaires qui nous occupent toute la journée, eh bien finalement, c'est une terra incognita que seuls les écrivains ont vraiment écrit, sur lequel on écrit, mais aussi dont chacun peut faire l'expérience. Donc, quand on étudie les pensées intérieures, on peut se prendre soi-même comme sujet, parce qu'on n'arrête pas du matin au soir. Mhm. Un peu comme Freud finalement, qui se prenait comme sujet pour sa psychanalyse. Oui. Tu prends tes propres pensées aussi comme sujet. Ouais. Mais en aucun cas, ça ne doit être la méthode idéale, parce qu'évidemment, le piège, l'intérêt de se prendre comme sujet, c'est qu'on a un poste d'observation extraordinaire. Il n'y a que moi qui sais ce qui se passe dans ma tête, et il n'y a En que effet, toi, Hugo, qui sait ce qui se passe dans ta tête. c'est vrai, normalement. Donc, tu as un poste d'observation extraordinaire, puis en même temps, évidemment, le piège, c'est de se raconter des histoires. Oui, ah oui, bien sûr. Ou d'enjoliver, ou de trahir, ou de tricher. Donc actuellement, par exemple, les méthodes de méditation sont intéressantes parce qu'elles permettent aussi d'analyser ses propres pensées. Donc du côté de la méditation, qui ne sont pas des sciences humaines, eh bien, on peut néanmoins tirer le fil et apprendre beaucoup de choses. De la même façon dans les journaux intimes. Ok, je vais passer à la suite. Eva, n'hésite pas à nous interrompre hein, si jamais tu as une Ouais, question. bien sûr. Bah, il y a une petite question du chat, mais avant ça, j'ai une petite question. En fait, le magazine, il est avant tout, avant tout un outil de diffusion de l'information. Donc, vous vous servez de votre expérience personnelle et aussi de vos découvertes scientifiques. Mais il y a aussi une forte dimension de recherche, de découverte. Voilà, vous échangez avec vos lecteurs. On voit dans le magazine qu'il y a des articles qui sont consacrés à des lecteurs qui vous ont envoyé des courriers. Et donc, comment le magazine il fonctionne? Vous êtes le seul auteur, mais d'un côté, il est aussi très ouvert sur la communauté. Alors oui, effectivement, oui et non, c'est le paradoxe. C'est-à-dire que, effectivement, je l'écris seul. Alors j'ai du mal d'ailleurs à le justifier, mais c'est ainsi.
Mais donc je mène des... Alors, je vais quand même essayer de le justifier par une mauvaise et une bonne raison. Pourquoi faire un journal tout seul? Ça, D'abord, c'est un peu herculéen. C'est absurde parce que je m'impose des horaires de travail qui sont dantesques, quoi, alors qu'il y a bien toutes choses à faire. Peut-être pas aujourd'hui parce qu'il pleut, mais enfin bon. Euh, D'autres personnes pourraient écrire éventuellement. Alors d'abord, il y a des bonnes et des mauvaises raisons. La bonne raison, à mon avis, quand même, c'est que l'humanologie, j'en ai dit quelques mots, c'est une discipline exigeante. Elle est assez élitiste d'une certaine façon. Parler de l'être humain, tout le monde peut le faire. Mais moi, j'ai mis 30 ans à explorer les sciences humaines sous toutes les coutures. Donc, apprendre à écrire aussi, c'est un métier. Donc, je considère que l'humanologie, c'est une discipline au sens propre du terme, une discipline qui demande un travail. Et donc, c'est pas ouvert à tous. Ou du moins, il faut gravir les échelons. Donc ça, ce serait la vision, on va dire, académique de l'humanologie. Mais il y a une autre raison qui est beaucoup plus prosaïque, c'est que justement, j'ai fait sciences humaines après avoir commencé mon projet de la Hulotte. La Hulotte, c'était un projet personnel d'écriture, et puis peu à peu sont arrivés des tas et des tas d'auteurs qui ont donné une légitimité, des chercheurs, des universitaires, et, je suis devenu le rédacteur en chef d'une revue qui m'a un peu échappé, et je devenais un correcteur de texte, je commandais des textes. Donc, pour dire les choses très honnêtement et très crûment, 30 ans après, moi, j'ai plus envie de corriger les copies des autres. Donc, me sens plus libre de pouvoir exposer les questions telles que je les envisage. Alors, mais en même temps, je souffre de ça. C'est le paradoxe. Parce que le grand intérêt de quand vous êtes l'humanologie, vous êtes tout seul, ou deux ou trois, si vous voulez. Je vous parlerai des deux autres. On est trois. Le grand avantage, c'est que vous êtes libre. Vous n'avez aucun poids d'académique. Le grand désavantage, c'est que vous vous parlez qu'à vous-même. Et donc, par contre, quand j'ai lancé ce projet, j'ai bien vu qu'il y avait un écho, puisqu'on est passé par Ulule au départ. Il y a eu plus de 600 contributeurs, des gens qui ont apporté des contributions financières pour lire le journal. J'ai noué des liens avec un certain nombre d'entre eux. Certains m'écrivent régulièrement. Malheureusement, je ne peux pas toujours leur répondre parce que j'ai beaucoup de... Voilà, les journées ne font que 24 heures, mais il y a des dialogues qui m'intéressent beaucoup. Alors j'ai trouvé l'idée de constituer un blog dans lequel je lance des questions. Et donc dans le numéro 2, par exemple, quand j'ai commencé à faire cette enquête sur la vocation, que ferez-vous quand vous serez grand? Eh bien, j'ai posé la question au lecteur. Mon idée derrière, c'est que ferez-vous quand vous serez grand? C'est des questions qu'on peut poser à tous les âges de la vie. À 10 ans, à 15 ans, à 25 ans, à 50. Et j'ai même une personne de 79 ans qui m'a répondu. Et donc, je m'alimente de cela. Quand le prochain numéro sera consacré aux femmes, je ne suis pas une femme, je fais une tentative de transformation que je rencontre pour essayer de devenir femme. Bon, mais ça n'a pas marché. Par contre, je vais poser des questions et j'ai des réponses toujours très pertinentes. Je remercie d'ailleurs les gens qui apportent leur contribution sur le blog. Donc, je m'en inspire, je les cite, je cite les auteurs et mon rêve, ce serait de pouvoir constituer une communauté. Et c'est là qu'il y a le paradoxe entre la gestion d'une communauté de gens qui pourraient discuter ensemble de toutes ces questions. Elles ne m'appartiennent pas, l'humanologie pour moi ne m'appartient pas. Le paradoxe, c'est que le titre, c'est l'humanologue et non pas l'humanologie. Donc l'humanologie est ouverte à tous. Je rêverais que se constituent des cercles humanologiques, qu'il y ait des humanologues distingués, qu'il y ait un Wikipédia de l'humanologie, mais ce n'est pas à ma portée. Et donc je vis dans ce rêve d'une grande communauté humanologique et d'une pratique extrêmement solitaire de la chose. Dans le chat, on nous demande, les décennies qui viennent vont exiger de profonds changements de comportement des humains. Travaillez-vous sur ces sujets-là? Ah oui. Oui, bien sûr, parce que c'est une question clé de savoir est-ce que l'être humain peut se transformer, se modifier. À la fois, c'est une question d'ailleurs qu'on se pose tous à l'échelle individuelle. Est-ce que je peux me changer
pour m'améliorer ou pour simplement m'accepter. Bon. Et puis, c'est une question qui se pose à l'échelle des sociétés. Et aussi des parents qui élèvent leurs enfants, des gens qui s'occupent de salariés. Tout le monde rêve de changer les autres, d'ailleurs, aussi. Et donc, alors je crois que l'an passé, justement, j'avais fait un article dans Sciences Humaines sur l'acrasie. Pourquoi est-il si difficile, par exemple, aujourd'hui, alors que l'humanité a pris conscience qu'on était face à des défis majeurs et qu'il fallait changer de comportement, et que de toute façon, la société dans laquelle on était engagé, c'était une machine folle, parce qu'on consomme trop, on travaille trop, on communique trop, et donc il fallait apprendre à devenir plus raisonnable, plus vers cette décroissance ou cette simplicité volontaire, au fond, auquel tout le monde aspire, mais que très très peu de gens s'engagent à le faire. Et donc, les Grecs s'étaient déjà posé cette question-là, ils avaient inventé un mot qui s'appelait l'acrasie. L'acrasie, c'est pourquoi je pense à une chose et je fais le contraire. Pourquoi je m'engage à dire à partir de demain je vais changer, je vais être ordonné, ou je vais être je regarde plus la télé, ou je vais manger moins, et puis je me précipite en fait sur mes passions, mes pulsions, et j'ai du mal à les contrôler. Donc ça, c'est des questions fondamentales parce qu'elles touchent. Non. Alors j'ai quelques idées, j'ai pas la réponse. Je crois que dans un numéro de l'Humanologue, je repose la question de l'acrasie. À l'époque, aujourd'hui, c'est une question fondamentale. Alors donc, est-ce que l'être humain peut être changé? C'est une bonne question dans certaines limites. Je crois à l'existence d'une nature humaine fondamentale, donc non pas malléable à merci. Et c'est ce pourquoi d'ailleurs on doit penser les sociétés tenant compte de l'être humain tel qu'il est. Il a des marges de choix, évidemment, nous sommes aujourd'hui beaucoup moins agressifs, passionnels que l'étaient sans doute des générations précédentes, nous sommes plus éduqués, plus cultivés, plus sociables, ne serait-ce que par rapport à la génération précédente. Donc on a une certaine plasticité comportementale, mais je crois qu'il existe quand même des invariants dans le comportement, et toute politique, au sens noble du terme, politique humaine, doit intégrer la connaissance de la nature humaine. On a une deuxième question. Dans le sens où vous êtes le seul auteur de l'Humanologue, est-ce que vous confrontez vos points de vue et vos arguments avec des regards extérieurs avant la publication? Alors, là aussi, je ne vais pas me défausser. Oui et non. Oui, parce que j'ai fait ça toute ma vie, de me confronter aux autres, de discuter, de mener des dialogues. Par exemple, je suis en train de mener, pour être concret, pour le prochain numéro, j'essaye de faire un bilan de 150 ans de neurosciences, de sciences du cerveau. J'ai interrogé beaucoup de gens qui travaillent dans des laboratoires de neurosciences, des sommités comme Stanislas Dehaene, Antonio Damasio, des étrangers, bon, j'ai des amis qui travaillent dans le secteur, mais quand je travaillais pour Sciences Humaines, mon travail c'était de parler d'eux. Aujourd'hui, j'ai développé un certain scepticisme à l'égard de ce savoir, et là, je mène comment dire, un dialogue critique qui est à distance. C'est-à-dire je ne mets plus en scène les débats. Et donc, pour être honnête, c'est pour ça que je disais qu'effectivement, prendre une certaine liberté, c'est prendre une certaine autonomie, c'est refuser de s'inscrire dans un débat académique qui, à mon avis, sur plein de domaines, aboutit à rien. Mais il y a d'autres domaines où je m'inspire. Par rapport à ces débats, excuse-moi, je t'interromps, mais par rapport à ces débats, moi j'ai une question, c'est est-ce que tu t'en extrais en disant je ne veux pas me prononcer sur ce débat, ou est-ce que tu es plutôt dans une démarche de dire bah, on me propose des choses dans ce débat et moi je vais trancher? Alors, je prends toujours le souci, je ne tranche pas dans le vif, je prends toujours le souci, j'ai ce souci de présenter mes thèses comme étant des thèses personnelles et de les présenter relativement à d'autres. Par exemple, l'idée de l'animal imaginatif, c'est une théorie que je développe déjà depuis une vingtaine d'années dans un livre que j'écris qui s'appelle « L'homme, cet étrange animal ». Elle porte sur le propre de l'humain. C'est une des grandes questions.
Mais je ne suis pas seul à me poser ces questions, et donc il y a d'autres modèles. Il y a des gens qui expliquent que le cerveau humain, c'est un cerveau social. Et c'est la socialisation qui lui a amené à se développer de façon si particulière. D'autres expliquent que c'est le langage qui a créé qui est le propre de l'homme. Donc, j'essaie, dans un numéro, de présenter les modèles concurrents. Donc là, je fais mon travail. Mais c'est un dialogue intérieur, pour être honnête. Je ne vais pas revoir les gens que j'ai déjà lus, avec qui j'ai échangé, pour refaire le débat. Je pourrais le faire, hein, mais voilà, c'est aussi une question de contrainte et d'économie. Donc voilà, je présente la théorie du cerveau social, la théorie du partage d'intention. Mais je reconnais que c'est une limite, hein. C'est à la fois, la limite, c'est de ne pas être dans une communauté savante qui aurait des vrais échanges, qui d'ailleurs sont souvent des illusions d'échange, hein. Souvent c'est des monologues. Les débats, il y a très très peu de vrais débats dans le domaine des sciences humaines, dignes de ce nom. Moi, Même dans ce qu'on appelle la revue par les pairs, quand un chercheur en sciences humaines produit une étude ou une connaissance, il la soumet à ses pairs, donc aux autres chercheurs, pour qu'ils puissent dire ce qu'ils en pensent et savoir si ce travail mérite d'être publié, par exemple. Oui, alors ça, je le fais. Je soumets à mes pairs. Alors, Ok. je soumets à mes pairs, mais c'est toujours en général. Par exemple, Ah, on t'entend plus là. Je sais pas si le chat entend. J'ai un problème de son. À nouveau. Ça faisait longtemps. vous m'entendez plus? Si, ça y est, ça va mieux là. Bon, C'est comme si, je sais pas, il y avait un train qui était passé derrière. Mais là, c'est bon, je crois que ça va. oui. Donc, je fais relire mes articles par des auteurs que je juge compétents. Quand je parle de... Tiens, j'ai sous les yeux ici Morgan, les Indiens, les castors. Bon, j'ai discuté avec un spécialiste des castors il y a des années pour savoir s'il était vrai que les castors ils construisent leur barrage par instinct ou est-ce qu'ils projettent, c'est-à-dire ils ont une capacité d'anticipation. Donc là, je me suis confronté. Euh, et puis, quand j'écris sur les femmes, je le fais lire à des femmes. Ok, Il y a pas donc de quand tu spécialiste. écris, c'est pas seulement un raisonnement tout seul dans ton coin, tu as toujours une démarche plus ou moins journalistique en allant interroger des sources. Alors voilà, bien sûr, j'interroge les sources, je me documente, mais ça reste un travail personnel. Non, le travail de la confrontation, c'est de le faire relire. Ah Puisque oui. la question, c'est des pairs. Moi, je n'ai pas de pairs en humanologie. Je Mhm. n'ai pas En effet. de. Je suis pas. Il n'y a pas une communauté d'humanologues où on pourrait refaire lire, confronter, entraîner un débat. Je vais vous prendre un exemple qui me touche particulièrement parce que c'est une personne qui m'a écrit suite au numéro sur la religion. Donc, qui s'appelle Pourquoi Dieu existe encore, qui est pour moi une énigme, dans lequel j'explique, je ne suis pas croyant, et je m'interroge, savoir pourquoi la religion existe. Je présente les théories en vigueur, que je résume à deux, pour simplifier, mais il y en a plein. L'une qui est une théorie de nature sociologique, qui dit les religions existent parce que ça crée du lien social. Et d'autres qui disent non, mais ça répond à un besoin, une aspiration inscrite au cœur des hommes. Et quelqu'un qui est croyant m'écrit en me disant, mais de toute façon, vos regards, ils sont toujours inspirés de la sociologie ou de la psychologie, vos deux hypothèses, et vous avez oublié l'hypothèse de la transcendance. C'est qu'il existe une transcendance, c'est-à-dire qu'il y a une part de l'humain qui échappe aux sciences humaines, qui n'est ni la dimension sociale ou la dimension psychologique, qui est la dimension transcendante, qui est le sacré, qu'on peut peut-être retrouver d'ailleurs. Alors c'est une question qui m'interpelle, qui m'irrite parce qu'effectivement, elle mérite d'être posée, on ne peut pas y échapper. Et donc j'ai mené un dialogue avec cette personne qui est croyante. J'en ai pas rendu compte encore dans l'humanologue, mais je vais en rendre compte. Et j'ai essayé de progresser dans cette direction-là à travers un dialogue avec lui. Et puis le dialogue s'est arrêté parce que voilà. Donc je prends en compte le mieux qu'il est possible. Mais ce serait malhonnête de ma part de dire oui, il y a une communauté savante. D'ailleurs, au demeurant, dans les sciences humaines, les communautés de dialogue n'existent pratiquement pas. Ce sont des critiques.
les, les, les chercheurs ne se lisent pas, ne dialoguent pas, ils se critiquent réciproquement, c'est autre chose. Ça pourrait faire l'objet d'un live une autre fois. Ok, Oui, je pense que le sujet est vaste. Ok. Quand tu dis que tu n'as pas de père, moi j'ai un nom quand même qui me vient là parce que c'est quelqu'un qui est très connu et qui a fêté, en tout cas qui est très connu dans le milieu des sciences humaines, qui a fêté ses 100 ans il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Edgar Morin, qui est un penseur qui, comme toi, est un peu touche à tout et qui a toujours eu j'ai l'impression, cette volonté de faire des sciences humaines une grande famille qui dialogue et de faire dialoguer les savoirs des sciences humaines ensemble. Je crois que tu connais Edgar Morin, je crois que c'est un de tes amis. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta relation avec lui? Peut-être qu'il t'a influencé aussi? oui, bien sûr. Euh, alors, c'est un père PAIR en humanologie. En 2018, il disait, j'ai créé le mot et je lui ai présenté. Et il l'a aussitôt adopté. Il m'a dit, ah, ça me plaît ce mot-là, humanologie. Et il a fait quelques conférences en humanologie et s'est présenté en humanologue. Ah Alors, il oui, me tiens, dit, c'est marrant ça. oui, on peut retrouver des conférences de lui, humanologue ou des interviews. Donc, j'étais content. Je me dis, chic, maintenant on est deux. Trois, puisque vous avez parlé aussi de la femme de ma vie. Donc, voilà. Bientôt, d'ailleurs, même s'il est immortel, on va revenir à un petit nombre. Bon, alors Edgar Morin. Alors Edgar Morin, bien sûr, quand je l'ai découvert, comme beaucoup de gens, ça a été un choc de lecture parce que je racontais tout à l'heure que je m'étais perdu beaucoup dans le domaine des sciences humaines à travers des grilles de lecture, le marxisme, le freudisme, le structuralisme, le systémisme, bon. Et puis, ça a été un choc en lisant ces livres, c'est que j'ai découvert d'abord la pensée complexe, c'est qu'aucune théorie ne peut enfermer l'être humain dans ses filets, et fallait donc chercher à marier les différentes hypothèses, mais en plus, euh, le deuxième élément très fort que j'ai retrouvé chez lui, c'est justement cette capacité, à travers ses journaux, il met en scène sa pensée en marche. Il ne se présente pas comme un chercheur détenant un maître de vérité, détenant un savoir qu'il veut transmettre, mais quelqu'un qui est en quête de savoir et qui se met en scène en train de poser les questions et d'exposer ses doutes, d'exposer ses interrogations et ses limites. Et ça peut ressembler à quelque chose de très égocentrique. Moi, je le fais dans ce que j'appelle le carnet de bord. Je me mets en scène aussi. Mais en fait, c'est revenir au thème de Montaigne. Montaigne l'avait fait dans ses essais. Le mot essai dit bien ce que ça veut dire. Il se met en scène en train de se poser des questions. En ce sens-là, c'est à la fois très personnel, mais on partage avec d'autres une certaine humanité. Et si on le fait honnêtement, eh bien, on se met pas dans une posture hautaine, une posture supérieure, au contraire, dans une posture plutôt humble de celui qui doute. Bon, donc j'ai appris ça chez Edgar, ça a été une révélation. Donc je me suis dit, quand j'ai fait le premier numéro Sciences humaines, donc là, en 90, je vais aller frapper à la porte d'Edgar Morin pour essayer de lui consacrer un dossier. Parce que c'était à la fois le signe, c'était une sorte de manifeste intellectuel, une reconnaissance intellectuelle à son égard, et puis une petite idée aussi purement marketing en me disant je vais me faire connaître à travers lui. C'est vrai que Et c'était un donc, grand nom. Mais tu le connaissais un pas jour, du tout. à sa porte et il m'a reçu. Et c'est le début effectivement d'une amitié. Alors, d'une amitié, parce que c'était un compagnon de route, je l'ai revu maintes fois, il y a eu nombre d'articles qui lui ont été consacrés dans Sciences humaines, des interviews, un numéro spécial aussi qui a été consacré, mais aussi une amitié orageuse, parce qu'on s'est beaucoup disputé. Ah oui. Euh, oui, on s'est beaucoup disputé parce que, on s'est disputé pour deux raisons, deux types de raisons. À chaque fois qu'on se dispute, on se réconcilie quand même, hein. Alors, on s'est disputé pour une raison qui est très humaine, celle-là, c'est que Edgar m'a souvent accusé de l'avoir trahi, c'est-à-dire de ne pas être fidèle à sa pensée. Quand je consacre à des sujets sur les sciences cognitives, et que je ne le cite pas, alors je suis sûr de recevoir un mail ou un SMS rageur en disant tu n'as pas parlé de mon livre sur la connaissance de la connaissance, alors que D'accord.
encore une fois, tu m'as... Alors, et puis moi, je lui reprochais de vouloir instrumentaliser, de m'instrumentaliser et d'être... bon, et d'être... en lui expliquant que Sciences Humaines n'était pas une revue maurinienne. Et même s'il m'avait inspiré, eh bien, il m'avait inspiré au même titre que Diderot, qu'Aristote et que Pif Gadget et bien d'autres lectures. Et Le voilà, pauvre, donc, être mis au rang de Pif Gadget, on quand n'arrête même. pas. Il y a une grande partie de notre contact récent consiste à s'envoyer des vannes, parce qu'il a quand même beaucoup d'humour, Il a et l'air. de disputer et de se réconcilier. Et puis, il y a des désaccords avec lui. Les deuxième raison de dispute, celle-là a été plus sévère, c'est sur une partie de son œuvre. Moi, je partage, comme je l'ai dit, cette idée de complexité. Je partage l'idée du journal. Et, enfin, non seulement je partage, je me suis approprié ce qui est pour moi des apports fondamentaux. Je suis moins convaincu par son œuvre récente sur Edgar Morin, évangéliste, qui présente l'histoire à venir comme un couple d'opposition entre l'abîme ou la métamorphose, le choix de l'effondrement ou alors d'une renaissance qui suivrait les principes qu'il indique lui-même, qu'il appelle ma voie. Et ce modèle-là, l'histoire qui serait enfermée dans une sorte de pôle d'opposition entre le chaos ou alors une renaissance, qu'il appelle la métamorphose, c'est pour moi la répétition d'une grande histoire des prophéties, dans lequel on pense que c'est la révolution ou le fascisme, l'utopie ou la mort, comme le disait Dumont il y a 50 ans. Et pour moi, l'histoire ne se réduit pas à ces pôles d'opposition. Entre l'abîme et la métamorphose, il y a tout un spectre de possibles qui s'appelle l'histoire humaine. Et c'est ce que j'essaye d'expliquer là-dessus. Alors là-dessus, on a une vraie divergence. Bon, mais c'est une divergence qui peut être acceptable dans le cadre d'un débat serein. Et alors, il y a, la semaine passée c'était les 100 ans d'Edgar, et donc il y avait à Cerisy, un château de Cerisy en Normandie, un grand colloque qui lui était consacré. Alors, comme il n'a pas pu venir, parce que c'était dans ce grand tourbillon médiatique dans lequel il est actuellement, euh, euh, et auquel il se prête avec plaisir, parce qu'il adore les caméras et tout ça, mais comme tout le monde, eh bien, il n'a pas pu venir si ce n'était qu'en vidéo, et donc on a eu quelques échanges. Et dans le prochain numéro de l'Humanologue, je raconte donc cette petite communauté humanologique. Ça s'appelle, le carnet de bord s'appelle Rencontre humanologique au château. J'essaie Et de c'est avec montrer Edgar Morin. et avec Edgar Morin à distance, comme on le fait aujourd'hui. D'accord. Ok. Peut-être il y a une question dans le chat qui revient un petit peu sur le contenu du magazine L'Humanologue, qui te pose la question de l'objectivité dans le cadre que toi tu as posé. Est-ce que tu prétends à une objectivité ou est-ce que c'est quelque chose que tu as laissé de côté? Ça, c'est une question difficile. Alors, Question de Blim 2612. Glim 2612, merci pour cette question difficile. Euh, Alors, l'objectivité, c'est un idéal. C'est pas, je ne pense pas que ce soit humain, malheureusement. L'objectivité consiste à essayer, dans le domaine, je reprends l'exemple qui me vient à l'esprit parce que je travaille dessus, c'est le prochain numéro, dans le domaine de l'étude du psychisme humain, c'est les neurosciences qui se présentent comme des sciences, les sciences de la nature. On fait des expérimentations, des modèles, on prend des IRM et on cherche à naturaliser l'esprit. Et donc, le modèle, c'est un modèle scientifique totalement objectif. En plus, les données doivent être contrôlées par les pairs, soumises à des modèles mathématiques extrêmement rigoureux. C'est un idéal d'objectivité. Cet idéal d'objectivité, j'y ai cru. Pendant 30 ans, moi, j'ai combattu au sein de sciences humaines pour essayer de mettre en valeur des sciences qui venaient de la biologie et qui étaient très mal vues dans les sciences humaines. Parce que les sociologues
les philosophes, les psychanalystes ont tout de suite rejeté les sciences cognitives et les neurosciences en disant que c'était un réductionnisme, que c'était... Moi, je dis non, nous sommes des êtres biologiques, nous sommes des êtres vivants, il faut étudier comment fonctionne le cerveau. Et donc, je me suis battu pour essayer de faire reconnaître ces sciences. Aujourd'hui, elles sont au contraire dans une sorte d'impérialisme au sein des sciences humaines, et on découvre qu'à l'intérieur, ce qui apparaissait comme le comble de l'objectivité, eh bien aujourd'hui, elles sont traversées par des tas de failles. On a découvert qu'il y a 70% des recherches en neurosciences qui sont soumises à des défauts méthodologiques parce que les données ne sont pas fiables, parce que les échantillons sont trop courts, parce que les chercheurs ont manipulé un petit peu les données. Et donc, c'est dévastateur. Il se passe la même chose d'ailleurs en psychologie scientifique en général, mais en économie aussi, hein, qui se présente comme une science, qui a son prix Nobel, qui a ses modèles mathématiques, qui a ses prétentions à l'objectivité, et qui en même temps, on le sait bien, est l'objet en fait de controverses très idéologiques. Eh bien, on retrouve ça. Donc, du coup, l'objectivité, c'est un idéal, mais humainement, on n'y arrive pas. Donc, le seul moyen pour moi d'être objectif, je le disais tout à l'heure, parfois, c'est de mettre à nu son savoir et son ignorance. C'est la seule authenticité plus que l'objectivité qu'on peut avoir. Être objectif, c'est essayer de ne pas simplement cracher ses opinions ou mettre en scène ses opinions avec c'est très facile, hein, des tas de philosophes font ça ou d'essayistes, avoir une opinion puis aller chercher des références pour les argumenter et leur donner une apparence de solidité. Donc, il faut faire un travail honnêtement de bilan. Que sais-je, disait Montaigne. Que sais-je, qu'est-ce que j'ignore et qu'est-ce qui me paraît être une conviction personnelle et sur quoi je l'étaye. Donc, c'est ça pour moi les conditions de l'objectivité, c'est de mettre en scène parfois sa subjectivité. Ok, merci pour cette réponse complète. J'espère qu'elle satisfait notre auditeur. L'heure avançant, j'ai envie de te poser une question un petit peu pour conclure ce chapitre de l'humanologie, en tout cas pour ce soir. Peut-être que tu reviendras, si ça t'a plu. En tout cas, nous on est contents de t'avoir ici sur la chaîne de Sciences Humaines, mais on verra plus tard si ça se refait. Mais en tout cas, j'avais quand même envie de te poser cette question. Où est-ce que tu vas avec ça, avec ce projet de l'humanologue? Quel est l'avenir que tu lui vois? Et alors, tu disais à demi-mot, tu disais tout à l'heure quand même que tu aurais aimé que la communauté s'agrandisse. Est-ce qu'il y a des projets dans ce sens? Si c'est une question très difficile, j'ai répondu un peu à travers le paradoxe. Alors, le projet de l'humanologie, d'abord, c'est du point de vue de l'humanologue, le magazine. D'abord, c'est qu'il continue. Il en est à son 3e numéro, le 4e va sortir en septembre. Je voulais faire un trimestriel, finalement, je m'aperçois que c'est quand même un peu raide, 128 pages tous les trimestres, donc ce sera tous les 4 mois. 128 pages, hein, je ne sais pas si vous avez bien entendu dans le chat. 128 pages le magazine. C'est vrai que c'est un peu raide. Donc le précédent est sorti, je ne sais plus, en avril, donc là j'ai repoussé un petit peu pour souffler. Le prochain sort en septembre. Et donc il y aura, le projet pour moi, mon rêve, c'est de voir s'étaler un peu les numéros de l'humanologue et petit à petit qu'une vision de l'être humain se constitue à travers les sujets très disparates. Avec Eva, on est en train de travailler aussi sur un projet de petits livres d'entretien qui résumerait en fait qu'est-ce que c'est que l'humanologie pour moi, tel qu'on l'a fait ici, à travers des questions toutes simples. Qu'est-ce que c'est qu'un être humain? Qu'est-ce que c'est la méthode pour l'explorer? Quelles sont ses motivations? Comment il pense? Bon. Donc ça, c'est mon œuvre personnelle, si je puis dire, auquel je vais consacrer les forces qui me restent. Mais on a la chance aujourd'hui d'avoir une vie après ce que j'appelle une 3e vie, après la vie professionnelle, si on est en bonne santé et on a de l'énergie, eh bien on peut encore travailler quelques temps. Et puis Edgar Morin nous donne la voix, nous montre la voie, lui qui a 100 ans. Oui. Je suis pas sûr qu'on vive jusqu'à 100 ans, mais on peut toujours espérer. Moi non plus. Mais on a quand même un laps de vie où, il faut le signaler, c'est la première fois peut-être dans l'histoire où, après une vie de travail, les gens ne mourraient pas comme mon papa qui est mort à 67 ans ou ma maman à 64 ans, tout juste après avoir arrêté de travailler. Aujourd'hui, si on est en bonne santé, on peut espérer d'avoir 10, 20 ans. C'est une 3e vie
où on est libre et on peut créer quelque chose. C'est faire envoyer, c'est ce que j'ai découvert également dans cette enquête sur qu'est-ce que tu feras quand tu seras grand. Eh bien, c'est possible. Donc, pour moi, c'est l'humanologue, c'est continuer ce projet. Mais en même temps, j'aimerais bien, j'en rêve, sans en avoir les moyens, qu'une communauté humanologique se crée. Et l'humanologie, j'ai eu la chance, en parlant avec des gens, en rencontrant des gens, de voir que certains y mettaient tout autre chose que ce que moi j'avais mis. Pour moi, c'était une science de l'humain, une science nouvelle de l'humain, mais pour d'autres, c'est la rencontre avec des humains. Pour d'autres encore, c'est une forme d'humanisme. Un jour, une personne m'a écrit de Londres, m'a dit, je suis musicienne, je suis magicienne, je suis guide touristique, j'aimerais participer à votre projet. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu sais faire? Elle me dit, bah déjà, je peux faire des chansons humanologiques. Et donc, si vous allez sur le blog de l'humanologue, vous allez entendre des chansons de Jennifer, humanologue, qui fait un art humanologique. Et puis, j'ai une petite également escrimeuse championne de Suisse qui me fait un art d'humanologique. Et dans le numéro 3, il y a ces tableaux. Et j'aime aussi de penser qu'une certaine dame qui s'appelle Jeanne, qui vit dans le sud de la France, elle m'envoie régulièrement des photos de coucher de soleil. Ça ne correspond en rien à ce que j'avais imaginé au départ, mais pour moi, c'est aussi l'humanologie. Alors peut-être qu'il y aura des cercles d'humanologues distingués qui vont se constituer, qui pourront Pourquoi pas? publier. Eh Pourquoi bien, pas? On pourrait voilà. même commencer sur Twitch, tu vois. Tu nous sors un petit sujet de l'humanologie qui prête à débat et on commence. On commence bientôt Eh bien, sur cette chaîne rendez-vous. et voilà. Et je suis sûr qu'avec le chat, il y aura plein de remarques et que ça pourra commencer quelque chose. Eh bien, chiche. Eh ben allez, on n'a qu'à se dire ça. Donc on peut se dire à bientôt avec le chat. En tout cas, on va s'arrêter là pour ce soir. Merci à tous d'avoir été présents. Merci Eva, merci Jean-François pour cette petite soirée humanologie. Et donc voilà, on espère que ça vous a plu dans le chat. Merci pour vos questions, merci pour vos interventions. On est toujours content de pouvoir y répondre et de pouvoir dialoguer avec vous. Et donc la prochaine fois, on essaiera de trouver un petit sujet à débattre avec vous et je suis sûr que vous aurez plein de choses intéressantes à dire, comme notre humanologue en chef ici présent qui reviendra. Bonne Au soirée à revoir. tous, Merci, au revoir. à bientôt.